Agnès, lors des analyses, avez-vous senti monter l'inquiétude? Avez-vous auparavant été sensibilisé? Pensiez-vous qu'un jour le cancer pouvait vous toucher? Alors oui, l'inquiétude est montée assez rapidement parce que mon radiologue, suite à la mammographie, m'a déclenché un rendez-vous de biopsie très rapide. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal en fait à ce moment-là. Donc inquiétude, insomnie, les quelques jours avant les résultats de la biopsie étaient quand même tendus. En fait. Et l'inquiétude était aussi hyper présente parce qu'il y a beaucoup de cancers dans ma famille, dans mes deux familles, du côté de mon papa et de ma maman. Donc tout ça en fait tournait dans ma tête. Éric, vous aussi, avez-vous été sensibilisé au cancer féminin et pendant cette période d'analyse, avez-vous senti monter l'inquiétude? Alors contrairement à Agnès, moi j'étais pas trop sensibilisé au cancer tout court, n'ayant pas du tout de cancer dans ma famille. Donc pour moi c'était un mot nouveau. Alors oui, quand il y a eu les examens et qu'on a commencé à sentir que ça allait pas être terrible, l'inquiétude est montée. Docteur Chakiba, à ce moment-là, au moment où vous recevez les analyses et où vous comprenez que le cancer est là, quels mots prononcez-vous pour l'annoncer aux patients, aux malades et à sa famille? Ce que dit le code de déontologie, c'est ce qu'on apprend dans nos études de médecine, c'est qu'il faut donner une information claire, loyale et appropriée. Il est indispensable de prononcer les mots cancer et chimiothérapie, par exemple. Il faut quand même s'adapter à ce que le patient peut et veut savoir, ce qu'il est capable d'entendre. On doit répondre aux questions qui nous sont posées sans toujours trop les anticiper. On essaie de donner une perspective globale, notamment quand on donne le plan personnalisé de soins. Mais on essaie aussi d'insister à chaque étape sans forcément trop se projeter en avant. Agnès, au moment où le médecin vous annonce que vous êtes malade, quelle est votre première réaction? Alors c'est mon radiologue qui m'a annoncé, j'ai entendu le mot cancer pour la première fois à la radio. Et j'ai pas compris, en fait il a été obligé de me redire, de me réexpliquer et me redonner le mot cancer du sein, parce que j'avais pas du tout, mes oreilles n'entendaient rien. Et c'est seulement quelques jours après que je suis arrivée donc, à l'Institut Bergonié, accompagnée de mon mari Éric, et qu'on a rencontré du coup mon oncologue, le docteur Chakiba, avec qui on a passé un temps assez certain. On a passé plus d'1 heure et demie et elle a tout expliqué de façon très très précise, les étapes, avec un papier et un stylo, je me rappellerai toujours. Alors moi j'ai toujours rien compris. En fait c'était compliqué pour moi de comprendre. Et Eric, lui, a tout noté, les étapes précises, parce que moi en fait c'était trop d'infos. Voilà. Et je me suis dit tout le temps que ça allait aller, mais je reste persuadée de n'avoir pratiquement rien entendu pendant ce rendez-vous, qui était le premier. C'est le choc. Voilà. Après, on avait un deuxième rendez-vous, on a évacué et craqué dans notre voiture sur le parking de Bergonié, je me rappellerai toujours. Et après, on avait rendez-vous avec le docteur Charitansky, en fait, qui était mon chirurgien en fait, pendant tout mon traitement. Éric, quels sont les premiers mots que vous dites à Agnès? Compliqué à dire. Comment mais j'ai essayé de garder mon sang-froid et je lui ai dit il faut accepter, tu vas te battre et tu vas guérir. Docteur, au moment de l'annonce au malade, à quelle réaction chez lui êtes-vous attentive? Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas une annonce, mais des annonces. Et à chaque étape de la maladie, il y a de nouvelles annonces, notamment l'annonce du cancer, l'annonce de la chimiothérapie, de la chirurgie. Et toutes ces annonces sont vécues comme des traumatismes par les patients, et les patientes en particulier. On essaie de faire attention, on apprend aussi qu'il y a différentes étapes, c'est les étapes du deuil, mais qui se retrouvent bien dans ce processus d'annonce du cancer. Il y a parfois le déni, une forme de sidération, parfois de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Parfois il y a un marchandage aussi, on accepte, mais quand même avec conditions. Et à la fin de ces étapes, on se retrouve dans le processus d'acceptation, qui fait que
le patient ou la patiente rentre dans son processus et son chemin de la maladie, du traitement et de lutte. Donc on essaie de faire attention à où en est le patient dans ce processus, comment faire pour répondre à ses besoins et pour l'accompagner à l'étape où il se trouve. Agnès, quelle est la première chose que vous ayez faite après l'annonce? Comment vous projetez-vous dans les soins qui seront les vôtres? Et est-ce que vous vous souvenez des plus grandes difficultés que vous avez eues à surmonter ce moment-là du processus au début? La première chose que j'ai fait, c'est assez symbolique, c'est de prendre un rendez-vous chez le coiffeur et d'aller couper mes cheveux qui étaient longs à l'époque. Parce que je savais très bien que dans les 3 semaines à venir, j'allais perdre mes cheveux. Ensuite, pour ce qui est de la projection par rapport à ce calendrier de traitement, de ce protocole en fait qu'on appelle un protocole, j'ai tout de suite regardé un calendrier pour organiser notre vie familiale. C'était la première chose à faire. Et ainsi organiser mes journées de traitement pour épargner surtout notre fille qui avait 9 ans à l'époque, donc qui était encore toute petite. Donc ça, c'est les premières choses que j'ai fait. Et après, commencer à vivre le plus normalement possible en fait. Donc au départ, c'était accepter et vivre et tenir le cap en fait. Voilà, les plus grandes difficultés, c'est au départ psychologique, parce que c'est de penser tout de suite au déclin physique, c'est-à-dire perdre ses cheveux, ses sourcils, ses cils. Ça, c'était pour moi très très compliqué. Je pense que ça l'est pour beaucoup de femmes qui souffrent du cancer du sang. Et d'être fatiguée, de plus être moi-même, vraiment, tout ça pour moi c'était très compliqué. D'accord. Eric, à ce moment-là, avez-vous une idée du rôle qui sera le vôtre pendant tout le processus? Et savez-vous les aides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pendant tout le processus? En fait, j'ai pas vraiment d'idée. À ce moment-là, on n'est pas vraiment préparé à ce genre de rôle. Avec du recul, je sais maintenant que toutes les réactions sont différentes. Il y a ceux qui quittent le foyer familial. Il y a ceux qui sont dans le déni. Et puis il y a ceux comme moi qui ont voulu rester et être le plus présent possible et surtout pas quitter le navire. Alors ça a eu quelques concessions aussi à faire, c'est-à-dire que, comme dit Agnès, si elle devient plus vraiment elle-même, moi je suis devenu plus vraiment moi-même non plus. Et j'avoue qu'effectivement, j'ai mis un peu de côté mes activités professionnelles, en tout cas bien ralenties. Alors au niveau des aides, non, j'ai pas trouvé nécessairement des aides tout de suite. Après, ce qui est terrible lors de ce genre d'annonce, c'est qu'il y a autour de vous ceux qui s'éloignent, parce qu'ils ont peur, la maladie leur fait peur. Le mot cancer est un gros mot pour eux. Et puis il y a les autres qui vous sursollicitent. Alors là, tout d'un coup, ils vous donnent les meilleurs conseils, c'est les sachants du net, hein, ils savent tout mieux que tout le monde. Parce qu'ils ont eu une sœur, une cousine, une mère qui a eu la même chose forcément, qui s'en est bien sortie, alors que chaque cas est différent. Alors ceux-là, je les ai pas écoutés, je les ai même pas entendus. Donc, mais alors moi j'ai fait la grosse erreur que n'a pas fait Agnès, c'est que le soir où on a appris ça, je suis allé sur le net. J'ai voulu être plus malin que les autres. Et je suis allé regarder ce qu'était qu'un cancer triple négatif, etc. Et là, j'avoue que là, ça a été très très compliqué. J'ai passé une nuit d'horreur, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais en panique. Parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Donc on ne sait pas. On a l'impression que c'est une maladie irréversible, qu'elle ne s'en sortira jamais, etc. Et Dieu merci, j'ai eu un bon copain médecin que j'ai appelé et qui m'a dit stop. Il dit là, tu rentres dans un processus infernal, si tu commences à regarder partout, tu ne vivras plus, ça va être horrible. Donc il m'a rassuré, il m'a expliqué. Et puis il m'a dit, parce que bien sûr, à ce moment-là, on fait le mauvais choix. On lit que ce cancer-là se soigne mieux à Marie Curie, que voilà. Donc on se dit, ça y est, on a fait les mauvais choix, c'est terrible.
Et là, il dit, écoute, si c'était ma femme, je l'enverrais à Bergognier pareil. Donc, tu as fait le bon choix, vous avez fait le bon choix, maintenant, il faut se battre. Et puis, à partir de là, je me suis dit, bon, il a raison. Après tout, il faut être con, et j'ai pu regarder quoi que ce soit, puis écouter personne, si ce n'est les médecins qui soignaient Agnès. Docteur, pendant cette première phase, comment accompagnez-vous le malade, celle de la découverte de son corps fragilisé, mais aussi de tout un univers médical? La première étape, c'est de reprendre conscience à chaque consultation que pour la patiente en face de moi, tout ceci est une première fois. Nous essayons de nous mettre au rythme de la patiente. À l'Institut Bergognier, on a de nombreuses ressources en interne, par exemple les soins de support, l'espace rencontre information, des ateliers d'éducation thérapeutique et depuis peu des patients partenaires qui sont salariés de l'Institut Bergognier avec l'aide de l'ARS. Donc, Valériane Monniot dans le parcours sein et un homme dans le parcours prostate qui s'appelle Dominique Chor. Et avec ces patients, on a co-construit un petit peu l'émission et il nous a semblé que l'annonce, c'était un des points fondamentaux du parcours sur lesquels les patientes ont besoin d'être accompagnées et si possible par quelqu'un qui a vécu, qui est passé, donc c'est un savoir expérientiel, donc qui est très différent de la vie de la voisine ou de l'ami, parce que c'est quelqu'un qui a pris du recul sur sa propre maladie pour partager son expérience. Et on oriente aussi les patients vers des structures extérieures à l'Institut. Je pense en particulier à la Ligue contre le cancer, qui est un lieu de ressources très important pour les patients. Et aussi au lien avec la médecine libérale, avec les généralistes, les gynécologues, tous ces piliers de la prise en charge des patients avec qui on essaie d'être en lien. Agnès, durant cette première phase de soins, y a-t-il une chose à laquelle vous êtes raccrochée, soit qui est restée tout le temps ou qui a évolué? Moi, dès le départ, je me suis dit que tout irait bien. En fait, j'avais confiance en mes médecins, j'étais beaucoup entourée par ma famille, j'étais dans un vrai cocon. Et ça, je crois que c'est tout le temps resté pendant mon protocole. Et oui, en fait, il y a des petites choses. J'étais beaucoup chez moi, donc j'ai acheté constamment des fleurs. J'avais besoin de sentir une odeur agréable, familière. Les fleurs, pour moi, c'était important. La couleur, certainement. Mais j'ai ces histoires d'odeur avec la chimiothérapie. Enfin, il y avait des moments, en fait, qui étaient désagréables à l'Institut Bergognier pour moi, en termes de sensoriel. Et du coup, oui, j'ai acheté des fleurs. Voilà, des fleurs, je mettais des bougies. Voilà. J'avais besoin de douceur. Voilà. Eric, en ce tout début de processus, quelles sont vos peurs? Le mot cancer fait peur. On a peur de la mort. On a peur de la souffrance de l'autre. En tout cas, moi, j'ai eu peur de tout ça. Peur de la dégradation physique. Peur du regard des autres. Et puis, peur de ne pas pouvoir supporter tous ces bouleversements et tous ces changements. Alors, c'est pas nous qui sommes touchés, c'est l'autre. Mais tout ça, on a peur de ne pas pouvoir y arriver. Docteur, est-ce que dès les premiers moments, vous êtes attentive aux capacités de résilience du patient et de sa famille? Toutes les femmes réagissent différemment. Pour certaines, le cataclysme que représente cette annonce, l'annonce du cancer, l'annonce des traitements, en particulier de la chimiothérapie, semble insurmontable. Le contexte personnel, familial, professionnel, amical, toute la vie est ébranlée. Dans la très grande majorité des cas, les femmes surmontent ce traumatisme et après avoir traversé de nombreuses étapes, parviennent à l'acceptation. Et pas à pas, accompagnées de leurs proches, de nous aussi, étape par étape, elles avancent, chacune à son rythme. Agnès, avez-vous ressenti des hauts et des bas ou avez-vous pu lutter avec une énergie plutôt médiane? Alors moi, au départ, c'était assez stable. J'avoue qu'au milieu de traitement, c'était plutôt des hauts et des bas. Parce que là, il y a tout qui s'enchaîne, en fait, la fatigue, la dégradation physique, le stress aussi. On avance on rentre dans une spirale, en fait, clairement. Après, j'ai quand même eu beaucoup de chance de vivre
cocon qui m'empêchait de penser à autre chose qu'à moi-même. Donc j'essayais au maximum d'être au mieux quand j'étais en famille ou avec mes amis au quotidien. Ce qui engendre le plus de hauts et de bas, c'est vraiment l'approche de la prochaine séance de chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on a peur d'y aller, mais on a envie d'y aller pour avancer. C'est-à-dire quand on a 12 séances de chimiothérapie, le stress, c'est la prise de sang juste avant. Si on peut la faire, on y va et on sait qu'on va aller un petit peu plus dans un déclin physique, etc. Mais qu'on en aura une de moins. Voilà, donc c'est très paradoxal, mais moi je préférais y aller, c'est sûr, mais je savais qu'après j'aurais des bas. Éric, on oublie trop souvent les dents lorsqu'on évoque la maladie et le processus de lutte. Vous, comment avez-vous pris votre place dans cette lutte? Alors la place de l'aidant n'est pas facile à trouver. Parce qu'on n'est pas malade, on subit et on fait ce qu'on peut. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est que, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est de se mettre en mode robot. Ou pour les marins, se mettre à la cape, c'est-à-dire en voile tempête. Et attendre que la tempête passe. Donc ça veut dire ne pas arrêter de vivre, mais s'adapter, ralentir un peu, et accompagner tous les jours avec des petites attentions, comme toujours regarder l'autre, malgré les changements physiques et les baisses de morale. Alors c'est très facile à dire, pas facile à faire. Docteur, le soin peut durer combien de temps? La prise en charge peut durer de quelques mois à de nombreuses années, en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Un cancer du sein peut parfois être traité et guéri par une chirurgie et des rayons. Et dans d'autres cas, on peut avoir besoin de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de thérapie ciblée, et tout ça, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Dans le cas des cancers du sein métastatiques, on est dans une situation de maladie chronique. Donc c'est une maladie au long cours avec laquelle la patiente va vivre toute sa vie. De nombreux traitements sont aujourd'hui disponibles pour permettre aux femmes de vivre des années avec la meilleure qualité de vie possible. Durant toute cette phase, quel est votre rôle à vous, médecin, et quel est le rôle du patient? Notre rôle à nous, médecins, équipe soignante, c'est d'abord de donner, de manière la plus individualisée possible, le meilleur traitement à la patiente dans une situation donnée. Nous avons la chance de travailler en équipe et en multidisciplinarité en oncologie, ce qui nous permet de discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire et de décider de façon collégiale, même si la décision finale appartient toujours au médecin qui est en face du patient. Notre rôle, c'est aussi d'aider les femmes à vivre cette période qui est donc courte ou beaucoup plus longue, le mieux possible. Et je pense que c'est là que le patient a un rôle majeur à jouer, déjà en venant semaine après semaine à l'hôpital de jour recevoir ses traitements, par exemple. Non pas parce que le mental fait tout, il n'y a pas d'études sur ça, et je trouve que cette approche peut parfois être un peu culpabilisante pour les femmes qui ont l'impression de ne pas y arriver ou de ne pas avoir de mental. Mais toutes les ressources que la patiente peut mettre en œuvre, le sport, l'art, les amis, les loisirs, sa vie familiale, amoureuse, sont fondamentales pour mieux vivre cette phase de vie avec la maladie. Agnès, avez-vous ressenti que vous aviez, malgré tout, un pouvoir sur, ne serait-ce que minime, sur la maladie? Alors moi, pendant toute la maladie, j'ai écouté mon corps. Et j'ai surtout eu la chance de pouvoir le faire. Donc d'être tranquille chez moi ou autre. Et je pense que mon pouvoir, c'était certainement de m'activer, de vivre normalement quand j'étais avec les gens que j'aime, en société. J'ai un peu travaillé même au départ. Et de pouvoir après, dès que j'avais une fenêtre de tir, de me reposer au maximum. C'est-à-dire de reprendre des forces facilement. Et je pense que c'était hyper important pour moi parce que j'avais une vie normale, en fait. Et ce pouvoir de se dire,
je vais dîner chez des amis, je vais faire des courses avec ma fille, je vais me balader avec ma famille, mon mari. Ça, c'était pour moi très, très important. Parce que il a toujours été question que je m'en sorte. J'étais pas du tout dans le déni. Je savais ce qui m'arrivait, mais grâce à cette façon de m'activer, cette façon de vivre normalement et cette façon aussi de me reposer tout le temps, enfin le plus possible, moi ça m'a aidé, c'était mon super pouvoir, ça c'est sûr. Éric, avez-vous ressenti la sensation, le devoir de devoir être fort pour deux, ou au contraire, avez-vous pu vous octroyer des moments de vulnérabilité? Être fort pour deux, non. Parce que c'est vraiment Agnès qui a été forte. De jamais se plaindre, de faire toujours bonne figure, et en quelque sorte de réussir à ne pas avoir trop changé notre vie avec Jeanne et moi. Concernant la vulnérabilité, oui, j'ai été vulnérable. C'est vraiment humain. J'ai essayé de craquer seul, même si parfois ça m'est arrivé de craquer devant des amis ou de la famille. Mais j'ai essayé de jamais craquer devant elle. Alors pour être franc, il y a eu un moment qui a été très dur dans tout ce parcours. C'est lors de l'annonce du deuxième cancer d'Agnès, parce qu'elle en a eu deux, où on a annoncé à ma mère qu'elle avait un cancer du pancréas irréversible pour le coup. Elle n'en a pas survécu. Et le jour où elle est partie, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, elle m'a dit, haut les cœurs, je laisse ma vie pour celle d'Agnès. Là, j'avoue que j'ai eu un temps de vulnérabilité. Ça a été très très dur pour moi. J'ai craqué et j'ai hurlé, mais comme jamais, en me roulant par terre comme un animal au fond du jardin. Ça m'a fait du bien. Pendant cette phase, Agnès, qu'est-ce qui vous tient, qu'est-ce qui vous anime et vous donne de la force? Alors moi, pendant toute cette phase, j'ai fait un peu tout ce que j'avais envie de faire, avec les moyens que j'avais pour le faire, la force que j'avais pour le faire. Donc, étant toujours manuelle et créative, j'ai tricoté, j'ai brodé, j'ai dessiné. Enfin, je faisais tout ce qui me donnait envie, tout ce qui était assez calme. Et puis, il s'est avéré qu'un jour, j'ai acheté des perles et des pampilles et des fils. Et je me rappelle très bien, c'était à la fin de ma dernière chimio, avant les vacances d'été. Et j'ai commencé à créer des bijoux. Et tout ça, c'était coloré, ça me donnait plein d'envie, plein de choses à faire. Et voilà, tout ça, ça s'est fait comme ça, en fait. Mais je travaillais de mes mains tous les jours. J'avais du mal à lire, j'avais du mal à regarder la télé. Il fallait que je m'occupe. Éric, à quoi vous êtes-vous raccroché pour soutenir Agnès et pour vous soutenir vous-même aussi? Alors, je me suis raccroché au boulot, même si pour être très honnête, j'étais hors sol et je bossais pas très bien. L'avantage, c'est que j'étais indépendant, donc j'ai pu bosser un peu quand je voulais, mais pas très performant, j'avais la tête ailleurs. Alors j'ai pas pris d'antidépresseurs, mais j'ai beaucoup bu, beaucoup trop bu. 2-3 bouteilles de vin par jour. Agnès se couchait tôt le soir, je me retrouvais seul. Alors je voulais pas sortir. Je restais à la maison et je débouchais en appelant des potes, des cousins, dans la nuit. J'avais besoin de parler, de me confier. C'était comme un exutoire. J'appelais même des potes au Québec ou au Mexique, parce qu'avec le décalage horaire, ça durait plus tard dans la nuit. Et je pouvais boire encore plus. Et puis je me couchais, ivre-mort, et ça me faisait du bien, et voilà. Ça a duré 2 ans. Mais aujourd'hui, je ne bois plus une goutte d'alcool. En tant que médecin, docteur, ressentez-vous vous aussi l'envie de lutter avec vos patients, ou êtes-vous obligé de vous laisser une barrière avec vos émotions? Oui, c'est quelque chose que je ressens. Cette envie de lutter pour et avec les patients. C'est pas pour rien qu'on appelle les centres de lutte contre le cancer, des centres comme l'Institut Bergonié. C'est ça qui donne du sens à ce métier difficile. C'est partagé par un grand nombre de médecins. C'est d'être là chaque jour pour accompagner les différents parcours de vie. Avez-vous vous aussi une sorte de résilience qui se met en place pour accompagner les patientes?
On doit aussi apprendre à vivre avec nos propres émotions. C'est une grande chance pour ça d'être bien entouré, de pouvoir partager avec les autres médecins, avec les infirmières, les psychologues, tout le personnel de l'Institut. Partager sur les décisions médicales, mais aussi sur notre ressenti, sur notre vécu. Nous avons aussi l'ambition d'aider les patientes à vivre le mieux possible chaque situation. Un de mes professeurs disait « J'ai à cœur de ne pas laisser un patient quitter la consultation sans avoir souri une seule fois. » Ça résume assez bien ce que j'essaie de faire au quotidien, même si ça ne marche pas toujours. Chez Agnès, les couleurs ont joué un rôle important dans sa lutte. Existe-t-il un lien scientifique entre les couleurs ou le doux, ce qui fait du bien, et le mental qui peut aider à la lutte? Je ne sais pas s'il existe un lien scientifique entre les couleurs et le mental, mais puisque ça a été une ressource pour Agnès, c'est que c'est une ressource possible pour des femmes en situation de maladie ou non d'ailleurs, comme en témoigne l'immense succès de Simone à Bordeaux. Agnès, qu'auriez-vous envie de dire, de transmettre aux femmes qui luttent contre le cancer, contre la maladie? Alors j'ai envie de leur dire tout d'abord de bien suivre leur protocole, de bien écouter les médecins, parce que c'est important. Ils ont vraiment, c'est eux qui ont la clé de l'issue de tout ce traitement. Docteur, quel conseil le médecin que vous êtes donnerait aux malades qui nous regardent et quel conseil la femme que vous êtes donnerait aux femmes qui nous regardent? Mon conseil de médecin, c'est écoutez-vous, vous êtes votre meilleur juge. Je le dis souvent aux patientes au moment de l'annonce de la chimiothérapie. J'ai un profond respect et souvent une grande sympathie pour les aidants, mais la patiente sait mieux que personne ce qui est bon pour elle. Mon conseil de femme, c'est « tu es précieuse, ne l'oublie jamais ». Ça vaut pour les patientes, pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, je pense aux femmes d'Iran aujourd'hui, pour nos filles, nos mères, nos amies. Ne laissons personne nous faire croire que nous devrions nous taire ou nous effacer. Avez-vous ressenti, malgré tout ce noir, finalement un peu de beau dans ce parcours? Alors oui, j'ai ressenti du beau et je pense que j'en ai ressenti tous les jours. Tout d'abord, l'amour, la force et le courage de mon mari, c'était beau. L'affection et la maturité de ma fille, tout ça tous les jours, c'était assez incroyablement beau. Et enfin, l'amour inconditionnel de mes parents, mon frère, mes amis. Tous les jours, j'ai tellement reçu de choses incroyables que oui, c'était beau tous les jours, malgré tout ça. Eric, quels souvenirs, images, mots positifs resteront à jamais gravés dans votre cœur et dans votre mémoire? J'ai un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. C'est le discours d'Agnès avec son turban lors de la première communion de Jeanne, notre fille. Un joli témoignage d'amour. Et une phrase: écoutez les murmures de sa voix intérieure. Je crois que c'est valable pour tout le monde. Docteur Chakiba, est-ce possible de trouver du beau dans la maladie sans culpabiliser de le penser ou de le dire? Oui, c'est possible. Rien n'est facile dans le cancer. Ni d'accepter le diagnostic, ni de subir les traitements, ni l'onde de choc que le cancer génère dans tous les domaines de la vie, et personne ne souhaite traverser cette épreuve. Mais de nombreuses femmes, et Agnès en est un très bel exemple, transcendent cette épreuve. Je ne peux pas ne pas citer Jean-Jacques Goldman dans la chanson « C'est ta chance ». C'est ta chance, ton appétit, ton essence, la blessure où tu viendras puiser ta force et l'impertinence qui t'avance un peu plus loin. Agnès, préférez-vous votre vie d'avant ou celle d'aujourd'hui, marquée par la maladie? C'est une question difficile, mais en fait, je préfère ma vie d'avant physiquement, pour moi, mon physique, mais pour rien au monde, je changerais ma vie d'aujourd'hui avec ma famille à Bordeaux, mon mari, ma fille, et notre société qui se développe énormément. Je pense que Simone à Bordeaux serait peut-être pas née si j'avais pas été malade.